Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une expression que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode du coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en transition professionnelle et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à se réinventer professionnellement et à trouver leur voie. Aujourd'hui, nous accueillons une amie à moi, Laetitia, et elle va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, perfection. La quête de perfection est une réalité bien ancrée dans le monde du travail et elle touche particulièrement ceux qui veulent constamment prouver leur valeur. Cette pression à toujours vouloir faire mieux peut sembler positive, mais elle a souvent des conséquences néfastes. Les exigences croissantes des managers ou de sa propre personne et l'attente que chaque tâche soit impeccable mettent les employés sous une pression intense. Pour beaucoup, l'idée d'être parfait est un moyen de se protéger de la critique ou de l'échec. Mais cette obsession finit par devenir un fardeau. Les employés sont souvent trop durs avec eux-mêmes, se fixent des objectifs irréalistes et finissent par épuiser leurs ressources mentales et physiques. La peur de décevoir ou de ne pas être à la hauteur peut mener à un état de fatigue extrême ou même de burn-out. En 2022, près de 30% des travailleurs belges couraient un risque de burn-out. Dans ce contexte, il est crucial de questionner la culture de la perfection qui est souvent encouragée dans les entreprises. Comment favoriser un environnement de travail où l'erreur est acceptée et où l'on valorise le progrès plutôt que l'idéal impossible de la perfection? Pour ce nouvel épisode, nous allons explorer ce sujet en profondeur et tenter de comprendre comment alléger la pression que l'on se met ou que l'on reçoit au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode d'Effet d'Optique. Merci pour vos écoutes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements sur le 1er et le 2e épisode. Ça m'aide beaucoup à faire démarrer ce podcast et à lui donner plus de visibilité. Bonjour Laetitia. Bonjour Aurane. Comment vas-tu ? Ça va, un petit peu fatiguée. Ouais. Fatiguée. Voilà, c'est l'automne. En baisse d'énergie. Mais ça va. Mais ça va. Contente d'être là. Moi aussi, je suis contente que tu sois là aujourd'hui, même si on a galéré à faire démarrer ce podcast. On avait un petit problème audio. Il a failli pas avoir lieu, donc je suis contente que tu sois là et je suis contente qu'on puisse le faire quand même. Alors, avant de commencer, je rappelle aussi aux auditeurs que c'est des questions ouvertes inspirées de la méthode de coaching, donc il se peut que certaines questions soient introspectives. Donc évidemment, si tu ne te sens pas à l'aise avec certaines questions qui sont posées, comme en coaching, tu le sais, tu as le droit de dire si ça ne te va pas. Ça va. Ça va? Tu dois te sentir en sécurité. Ben oui. Toujours. Bon, Laetitia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Qui es-tu? Qui je suis? Eh bien, comment est-ce que je vais me définir aujourd'hui? Par quoi est-ce que je vais me définir? Exactement. Je m'appelle Laetitia, j'ai très bientôt 35 ans. Je suis maman d'un petit enfant de 3 ans et demi. Mariée, qui s'appelle Gabriel. Je suis malvoyante, c'est quelque chose que j'aime bien dire parce que c'est une partie c'est une composante de qui je suis depuis que je suis née. Ouais. Et qui m'a construite. Donc voilà, Exactement. Je trouve ça toujours important de le dire. Qui je suis d'autre? Je suis en recherche d'emploi pour le moment. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si on doit rentrer directement dans la carrière professionnelle ou pas. Alors, peut-être qu'on va commencer avant par ton parcours personnel, si ça ne te dérange pas. Et après, effectivement, on pourra explorer du coup cette sphère un peu plus professionnelle. Mais avant, j'avais envie de te poser la question. Donc, tu m'as parlé de toi brièvement. Comment les gens te décrivent? Qui est Laetitia quand on la connaît pas? Qui est Laetitia? Alors étonnamment, moi, on m'a donné des adjectifs auxquels parfois je ne m'attends pas. Ouais. Apparemment je suis quelqu'un de doux. Ouais. Voilà. C'est vrai que souvent on dit de moi que je suis soit courageuse. Voilà, c'est dur la prononciation. Courageuse, soit résiliente. Ouais. Mais ça a souvent à voir avec mon handicap visuel. Que je suis quelqu'un qui va au bout des choses, qui a une force de caractère assez importante. Ouais.
que je suis parfois un peu têtue. Ouais, après, qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Qui suis-je d'autre? J'aime la nature. Voilà, on peut peut-être dire ça. J'aime la nature, les animaux. J'aime la nature, les animaux. Ouais. J'ai un cheval. T'as un cheval. J'ai fait beaucoup de randonnées en montagne. C'est quelque chose qui me manque, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Me promener en pleine nature pour se ressourcer. Je trouve que c'est très important, surtout dans notre société. Ouais. Tout va souvent trop vite. C'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Qui es-tu dans ton parcours? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi, que ce soit dans ton enfance, comment tu as grandi, quelle est ton évolution finalement? Oh, mais là de nouveau, je peux pas parler de mon parcours ou de de comment je me suis construite sans parler de malvoyance, parce que ça a défini beaucoup de choses dans mon parcours scolaire par exemple, ou dans mon rapport à moi, aux autres. Donc je suis malvoyante depuis ma naissance. On l'a appris quand j'avais 2 ans et demi. Et en fait, à partir de là, il a fallu mettre en place des choses pour l'école. Donc j'étais en enseignement ordinaire, mais j'ai dû avoir quand même un soutien scolaire. Pas souvent, parce que j'ai beaucoup rejeté en fait. Là, bon, on en revient au thème un peu sous-jacent de l'épisode, je pense. Mais donc oui, on me proposait des aides que je n'acceptais pas ou que je ne m'appropriais pas, parce que je voulais être comme tout le monde. Mais cela m'a beaucoup fatiguée déjà enfant en fait. J'avais voilà des marques de fatigue assez importantes parce que je voulais trop performer en fait et ne pas écouter mes propres besoins. Et ça c'est quelque chose qui a été un fil rouge vraiment pendant très longtemps, autant quand j'étais petite au niveau scolaire primaire, donc ici en Belgique en tout cas, au niveau primaire, et en secondaire aussi. Ça a été d'autant plus difficile que quand on devient adolescent, il y a d'autres questions qui se posent. Il y a un autre rapport aux autres aussi. Les adultes ont un autre rapport aussi avec un adolescent qu'avec un enfant. Et donc là ont eu lieu, on va dire, les premières discriminations, que je les ai pas tellement ressenties quand j'étais petite. Mais donc oui, que ce soit des profs qui n'ont pas voulu m'aider ou des élèves qui ont remis en question le fait que parfois j'avais des aides, voilà, c'était un peu teinté de... Et les profs, quand tu dis les profs qui n'ont pas voulu t'aider, c'était dans quel sens? Ils se rendaient pas compte de mes besoins, comme en fait j'invisibilisais mes besoins, ils ne se rendaient pas compte de mes besoins, et du coup c'était compliqué de faire entendre que j'en avais. Et donc il y a même des profs qui me disaient mais arrête de dormir sur ton bureau, mais en fait j'étais en train de regarder mes cours, c'est juste que je devais les regarder de très près. Arrête de dormir, arrête d'être fainéant. Et personne ne les a on va dire éduqués sur pas tellement. C'était les prémices de l'accompagnement scolaire en fait des enfants. Voilà, ce n'était que le début et c'était compliqué. Mais du coup, ça c'était un peu une toile de fond où je me suis dit, puisque quand je veux avoir de l'aide, je suis confrontée à ce type de comportement, que ce soit de la part des élèves qui me disaient que c'était dégueulasse que j'ai un tiers-temps complémentaire pour faire des contrôles, ou que des profs qui avaient des propos parfois un peu déplacés. Moi, je me suis dit, on va rentrer dans la norme. Donc, ce que j'ai fait, c'est essayer de ressembler à tout le monde et ne pas montrer que j'avais besoin de quelque chose, mais au prix d'une grande fatigue. J'imagine, Mais c'est comme ça que je me suis construite, et même ça m'a poursuivi après dans mon parcours professionnel, parce que donc justement, tu peux en parler. Si tu veux. J'ai fait 1 année à l'université, mais ça ne s'est pas bien passé non plus parce que l'accompagnement était pas assez fort que par rapport au niveau d'études en fait que j'avais choisi. Moi j'avais commencé des études en
en langue et littérature française et romane, et c'est quelque chose où il faut beaucoup lire, et donc c'était hyper fatigant pour moi. Oui. C'était trop fatigant visuellement, mentalement, et il y avait beaucoup trop d'adaptations à faire que pour que je puisse suivre ces cours de manière aisée, enfin je sais pas comment dire. Et donc j'ai décroché complètement, et donc j'ai commencé à travailler l'année suivante en contrat Rosetta, donc c'est les contrats premier emploi ici en Belgique, en tout cas dans la fonction publique, je sais pas si ça a lieu ailleurs. Et donc d'un contrat Rosetta, je suis passée à un CDD, et j'étais dans la fonction publique. J'ai fait plusieurs CDD, j'ai fini par avoir un CDI. Et c'était des CDD dans quoi? Coopération judiciaire internationale. Voilà. Trop chouette. Quelque chose de tout à fait différent de tout mon parcours, parce que moi j'avais fait des études littéraires à la base. Mais c'est ça. Donc français, histoire, latin, grec, et finalement voilà, je me suis retrouvée là. Et mais là encore, j'ai invisibilisé pas mal le fait que j'avais des besoins, donc je voulais absolument tout bien faire, être parfaite en fait, vraiment au niveau professionnel, au niveau de ma disponibilité, en fait, parce que j'avais tellement peur parce qu'on m'avait fait croire ça, que en fait j'avais pas ma place en tant que personne en situation de handicap sur le marché de l'emploi, ni dans la société, quoi. Et donc pour moi il fallait que je surperforme pour avoir ma place et être reconnue comme une travailleuse à part entière. Mais ça m'a poursuivi pendant très longtemps. Bah, tu m'étonnes. Et qui ne t'a pas fait, qui t'a fait croire que justement tu n'avais pas ta place là-dedans? Une part de ma famille. Après, c'est aussi la manière dont, alors là, je rentre dans quelque chose de plus, pas philosophique, mais de plus deep. de social. C'est qu'on vit dans une société qui invisibilise, enfin en tout cas maintenant ça va mieux, hein, mais je parle de l'époque, même si, enfin il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Il y aura toujours du travail à faire. Voilà, on vit dans une société qui veut que la norme soit une personne valide, et du coup quand on ne l'est pas, on tend, enfin en tout cas la société veut qu'on tende vers cette validité, cette norme. Malheureusement. Et en fait, ça passe par quoi? Ça passe par pas de représentation. Par exemple, moi, je n'ai jamais vu dans des séries, dans des films, une représentation de quelqu'un comme moi. Et c'est dur de se construire une image de quelqu'un qui peut avoir du succès dans sa carrière, qui peut faire des études, en fait, quand on n'a pas de représentation. J'imagine. Et du coup, outre voilà des gens de ma famille ou même des professionnels parfois, mais enfin dans le secteur médical, ou alors cette représentation m'ont empêché de me dire que j'avais ma place, quoi, quelque part. C'est triste. C'est la manière dont tu t'es construite, en tout cas. Voilà. Je le vois pas comme quelque chose de triste, plus comme quelque chose d'assez injuste. Moi, c'est plutôt ça. Une de mes valeurs, c'est la justice. Mais parce qu'il y a eu beaucoup d'injustices, et il y en a encore actuellement. En quoi ça te tient à cœur, justement, cette idée de justice? Je crois qu'elle me tient à cœur parce que quelque part, je m'auto-répare. Je sais pas comment dire. C'est pour un peu rendre justice à la petite Laetitia qui n'en a pas eu, je crois. Et je me dis que si mon parcours, en fait, peut aider maintenant des personnes qui se trouvent dans de l'injustice, en fait, bah voilà, ça me tient à cœur, en fait. Je comprends. Donc rendre justice à des personnes, enfin maintenant essayer de faire en sorte que cette personne puisse avoir justice là où je ne l'ai pas eu avant. C'est quelque chose qui me drive pas mal, en fait. C'est chouette. Donc dans l'aide aux autres, finalement. Oui, donc pour terminer mon parcours, donc moi finalement j'ai même été statutarisée au niveau de la fonction publique du ministère pour lequel je travaillais, et
et je suis montée en niveau. Enfin voilà, j'ai fait plein de tests, d'entretiens, d'examens, et finalement je suis montée en grade. Ouais. Et donc j'ai travaillé pendant 14 ans là-bas. Ouais. Jusqu'à faire une très grosse dépression. Dû au travail? Une partie. C'était pas que, mais il y avait une très 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 grosse partie parce que en fait je n'ai jamais réussi à obtenir un poste de travail adapté. Moi j'avais pas besoin de grand chose, j'avais besoin d'un grand écran avec un bras articulé et un système d'agrandissement des icônes, de loop, zoom, voilà, un système de zoom mais performant. Ouais. Et en fait ça ne m'a jamais été proposé en autant d'années de. En fait, moi, je me suis battue pendant 7 ans. Waouh. Parce on m'a mis des choses, mais qui n'ont jamais bien fonctionné ou qui étaient complètement à côté de la plaque. Et en fait, une fois qu'ils l'ont mis, ils se sont dit, mais non, mais on a fait le travail. Ah, et c'était juste histoire d'avoir bonne conscience, quoi. Et en fait, je me suis battue, en fait, pendant pas mal d'années après, et jusqu'à ce que je décide que c'était trop. Parce que en fait je ne pouvais plus travailler de cette manière. Complètement. C'était un impact physique trop important et donc j'ai continué à vouloir faire comme si de rien n'était, tout en essayant de régler le problème. Et à côté de ça, je continue à travailler comme si c'était ok, quoi. Enfin, de me dire je vais continuer à travailler parce qu'il le faut. Parce que je dois pouvoir travailler, en fait. Et puis un jour mon corps a dit maintenant c'est fini. et donc t'as fait un burn-out ou c'était plus une dépression? C'était plus une dépression. Moi je pense que c'était plus une dépression. Après parfois on parlait de dépression, parfois de burn-out. La ligne est fine. La ligne est très fine. Mais en tout cas je n'ai plus pu mettre les pieds là-bas. C'était impossible pour moi. Mon corps m'a vraiment dit stop. Et j'ai décidé de démissionner, en fait. Très bonne décision, je pense. Oui, c'était bien, même si ça, quelque part, ça mettait un terme à beaucoup de choses que j'avais fait par moi-même là-bas, à savoir de monter en grade. Voilà, c'était beaucoup d'efforts, et puis c'était moi ce qui me faisait peur, c'était la sécurité, vraiment, d'être dans un endroit où j'avais un travail jusqu'à la fin de ma vie si je le voulais. C'était une sécurité financière. Complètement. Mais en fait, c'était plus du tout en accord avec mes valeurs. Et puis il y avait ce problème de quelque part de discrimination aussi, quoi. Ouais, complètement. Complètement, et je pouvais plus passer outre. Non, donc, t'as raison. Donc j'ai pris le risque de partir de là, et c'était avec cette petite voix dans ma tête mais peut-être que personne ne voudra travailler avec toi parce que tu es handicapé et que tu ne peux pas passer le permis et que tu n'es pas motorisé. Donc il y a toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit est-ce que quelqu'un va vouloir me réembaucher, en fait. Parce que je suis pas dans la norme, parce que je suis pas la candidate idéale qui je pense voilà, qu'il y a mais là mais quand je dis ça, évidemment c'est un podcast, je mets beaucoup de guillemets un peu partout, hein. Quand je parle de normes, je mets des guillemets, quand je parle de personnes valides, je mets des guillemets, quand voilà, bien sûr. Non, mais c'est ton ressenti à toi, et c'est complètement normal, en fait. Et donc t'es resté donc ensuite t'as démissionné. Ouais. Et t'es resté en inactivité, j'imagine, peut-être? En fait, j'ai démissionné, donc j'ai fait 1 an d'arrêt maladie. Ok. Et j'ai démissionné au moment où on m'a proposé un job dans une ASBL. Ok. Voilà. Via finalement, quelqu'un était intéressé par mon profil, et donc au moment où j'ai eu cette opportunité, j'ai décidé de claquer la porte. Et j'ai directement commencé à travailler pour cette assos. C'est ça. Et là, c'était là où t'étais juste avant, là. Oui, c'est ça. Donc t'étais là en mi-temps, j'ai travaillé en CDD à mi-temps. Donc pour une assos féministe
sur un sujet qui concernait le handicap et les violences faites aux personnes, enfin aux femmes et minorités de genre en situation de handicap, et donc ça me parlait complètement. Ouais. C'était vraiment au niveau de tes valeurs, au niveau de mes valeurs, c'est tellement ça. Et donc j'ai vraiment pas hésité un moment à réduire mon salaire, mon temps de travail et à claquer la porte en fait pour ça. Et t'es resté combien de temps? 1 an. 1 an. Ouais. Ok. Mais bon, le secteur associatif, c'est plus compliqué, donc quand il n'y a pas de budget, il faut accepter d'être quelque part en pause. C'est ça. Secteur associatif, puis c'est des CDD, donc en fait c'est pas vraiment. Tu peux pas te profiler sur le long terme comme t'as eu la sécurité avec tes anciens postes, etc. quoi. Donc ouais. Et donc, alors je ne sais pas encore. Il est possible que j'ai un nouveau contrat d'ici janvier, mais c'est toujours une question de est-ce qu'on va trouver le budget, est-ce que les appels à projets qu'on a remplis vont être validés ou pas, mais dans le cas où je peux retravailler, ce sera sur le même sujet et je suis toujours aussi motivée, donc à voir ce qui est la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Bah, tu sais, tu peux faire ta petite pub, si tu veux. Si vous avez besoin d'une candidate comme Laetitia, let's go. Trop chouette. Du coup, tu m'as parlé tout à l'heure de ta vision de la perfection dans tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça représente quoi la perfection pour toi? Alors là, vraiment, il faut que je mette beaucoup de guillemets. Vas-y, lâche-toi. Ouais, pendant très longtemps, pour moi, il fallait que je sois donc parfaite. Mais pour moi, la perfection, c'était justement que mon handicap ne se voit pas. Alors ça, j'ai déconstruit entre-temps, complètement. Mais pour moi, parfaite pour toi, c'était handicap qui ne se voit pas. Ok. Parce que pour moi à l'époque, et ce qu'on me le faisait entendre, c'était quelque chose de pas normal, un défaut en fait, plus qu'autre chose. Et donc, pour pallier à ce défaut, qu'est-ce qu'on fait? On l'invisibilise et on essaie de paraître comme une petite fille ou une adolescente qui n'a pas de problème et qui est tout à fait parfaite en fait, qui a des bonnes notes et qui s'en sort sans aide. Et je l'ai très longtemps cru, mais parce qu'on me l'a fait aussi ressentir et parce que même les parents, ils ont du mal à accepter. Enfin voilà, c'est quelque chose un peu plus deep, mais c'est difficile pour des parents je pense, à un certain niveau, d'accepter que son enfant a des besoins différents en fait. Et de s'adapter surtout. Et de s'adapter, et même il y a des professionnels de la santé qui ont dit à mes parents que je m'en sortirais mieux si je n'acceptais pas les aides, que je m'intégrerais mieux. Et donc pour moi, en fait, j'ai complètement intégré ce truc. Je me suis dit, vive la violence médicale, bonjour. Quoi Donc ils t'ont dit de ne pas accepter les aides alors que t'en as littéralement besoin. Ouais, que ça allait m'aider à m'intégrer mieux. Voilà. Mais donc je l'ai très très bien intégré, ce concept, parce que effectivement, déjà mes parents ont cru, on s'est dit ok, mon enfant s'intégrera mieux dans une école dite ordinaire si elle n'utilise pas d'aide. Oh là là. C'est dingue. Et c'est là où on voit toute la différence de traitement entre des adultes qui parlent à des enfants ou des adolescents et des enfants entre eux, parce qu'en fait les enfants, ils acceptent les choses beaucoup plus facilement. Si tu expliques. Sauf si tu commences à leur faire intégrer des billets de compréhension. Exactement. Mais si tu n'interfères pas en fait dans les actions entre enfants, bien sûr, c'est les adultes qui les influencent. Complètement. Mais donc oui, mais j'ai eu ça, et donc pour moi, être parfaite, c'était invisibiliser vraiment ma malvoyance, quoi. Et aujourd'hui, c'est toujours la même notion de la perfection que tu as? Non, pas vraiment, parce que je considère pas que, en fait, maintenant, j'accepte totalement le fait que je suis malvoyante. J'ai une canne blanche, j'ai des lunettes pour m'aider dehors. C'est quelque chose par lequel je me définis, alors que avant, je le faisais pas du tout. Et même, je milite là-dessus, en fait. Je me visibilise vraiment. Et t'as raison. Et j'ai aucun problème avec ça. Par contre, cette notion de la perfection, en fait, je l'ai assez bien intégrée. Que quand je veux lancer des projets, en fait, je me dis, en fait, ça doit être parfait pour que ça puisse plaire. Parce que j'ai vraiment intégré ce concept de,
en fait, pour plaire ou pour être intégrée, il faut que je sois parfaite. Mais maintenant, c'est même mes projets. Mes projets, ils doivent être parfaits pour qu'ils soient appréciés, compris. Enfin voilà. Et donc voilà, moi j'ai un blog, mes articles, je peux mettre 6 mois à les sortir parce que je vais les relire une fois par semaine ou plus, en essayant d'avoir le mot juste. Ouais. Donc j'ai un driver soit parfait énorme. Énorme. Ouais, c'est clair. Et du coup mais ça me freine beaucoup en fait du coup dans mes projets dans personnels. Tes projets, ouais, j'imagine. Ouais. Et c'est quoi, tu as dit tout à l'heure, je fais le lien entre la perfection et quoi, c'était le fait que ce soit apprécié, t'as dit? Ouais. C'est ça, pour moi, enfin, j'arrive pas à me détacher de cette idée que ce que je produis doit être parfait pour être apprécié. T'as le sentiment qu'il faut que ce soit parfait. Ouais. Si ce n'est pas parfait, tu ne peux pas être apprécié. Enfin, ou ton travail ne peut pas être... Oui, mon travail ne sera pas apprécié. Ah ouais. Ouais. C'est quoi, donc je me mets à une pression de dingue. Tu te mets une pression de fou, là. Ah non, mais je commence à vraiment le savoir, mais le déconstruire, en fait, c'est construit depuis tellement d'années. C'est ça. Que c'est très difficile à déconstruire. Complètement. Ah oui, pour la petite anecdote, on a fait la formation de coaching ensemble, Laetitia et moi. Et effectivement, donc en coaching, on parle de driver. Driver, c'est qu'est-ce qui va nous guider, on va dire, dans la vie pour atteindre nos projets, etc. Enfin, peu importe. Et en fait, il y avait un driver soit parfait. C'est souvent lié aux injonctions, en fait, qu'on a reçues tout au long de notre vie. De tout ce que les gens auront entendu déjà de ce que j'ai dit, ils comprendront bien que le soi parfait, il est là depuis la petite enfance, en fait. Il est tellement ancré en toi, en fait, comme tous les drivers. Oui, c'est ça. Et que, en fait, ça vient se mettre en pellicule sur tous les autres aspects de la vie. Mais c'est ça. Et ça vient façonner ta vision des choses, mais surtout tous les aspects, quoi. Et donc, c'est très dur à déconstruire, en fait, parce que c'est là depuis très longtemps, et là, c'est ce qu'on dit souvent, c'est tellement assez bien profond que ça vient dans un travail thérapeutique. Voilà. Ça peut se travailler en coaching. Oui, ça peut se travailler en coaching, mais voilà, parfois. Si tu veux vraiment faire un travail de fond, carrément. Quand c'est aussi bien intégré, ça c'est autre chose. Il faut. C'est ça. Après, je me rends compte avec la formation qu'on a faite que vraiment j'ai déjà une conscience beaucoup plus précise de quels sont les tenants et aboutissants de mes manières de fonctionner. Mais tu te connais beaucoup plus qu'avant. Ouais, vraiment. Mais c'est vrai que je sais que ça vient me freiner dans mes projets, tous mes projets perso, quoi. Et c'est quoi le risque pour toi si tu n'es pas parfaite, par exemple, tu parles de tes articles de blog, si demain tu t'écris un article et que y a pas le mot juste comme tu l'as dit. J'ai toujours l'impression que ce sera pas intéressant. Ouais. Tu penses que ça suscitera pas d'intérêt Ouais. Et comment tu sais si c'est parfait? Je sais pas, il y a un moment où je me dis là c'est vraiment genre comme je le veux, quoi. Mais c'est une forme de contrôle, hein, c'est vraiment le contrôle suprême sur ce que tu vois, T'as envie d'avoir le contrôle sur et de pas laisser la place comment dire, à la spontanéité, enfin tu vois. Je me bride pas mal. Tu te brides pas mal. Mais par exemple, est-ce qu'il y a un lien que tu fais entre du coup donc ce besoin de perfection, donc admettons demain t'écris un article de blog, t'as besoin que ce soit apprécié, donc à sa juste valeur. Est-ce que tu fais un lien entre ça et finalement le regard des autres? Complètement. Ouais. Ah ouais, moi je sais que je suis très 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 liée, enfin dans ce que je fais au regard des autres, et un peu trop finalement, parce que la perfection, faut que ce soit parfait dans le regard des autres ou dans ton regard à toi, dans les deux peut-être. Dans les deux. Ouais. Dans les deux. Et mais du coup oui, je me mets beaucoup de pression parce que parce qu'en fait c'est hyper, enfin je veux dire c'est complètement irréaliste, j'en ai conscience, tu vois, la perfection n'existe pas. Ouais, c'était ma prochaine question.
je le sais, c'est inatteignable, c'est pas, voilà. Et puis la perfection, c'est quoi? Pour chacun a sa notion de la perfection, en fait. Ouais, complètement. Donc, on ne pourra jamais satisfaire la perfection de chacun. C'est pas... Exactement. Et du coup, en fait, c'est juste un... j'allais dire que c'est un peu c'est un espèce de garde-fou au lâcher-prise, quoi. Enfin, tu vois, c'est Il y a un côté rassurant ou... De pas prendre d'initiative. Enfin, pas prendre d'initiative dans le sens... Juste... comment dire? En fait, c'est aussi s'autoriser à prendre sa place. Je sais pas si tu vois. C'est vrai. Ou est-ce que peut-être que j'ai fait le chemin dans ma tête et pas et que c'est un peu difficile à voir, mais je vois exactement. Par exemple, mes articles de blog, c'est plein d'articles justement sur ma vision du travail, de la société, mais sous le regard d'une personne qui s'est construite avec un handicap visuel. Désolée, on en parle beaucoup aujourd'hui. Ouais, mais c'est intéressant, ça fait le lien. Mais et que en fait c'est aussi s'autoriser à prendre la place et à tu vois, parfois quand je fais un article, je me dis ouais, il est super, mais ça va servir à qui? Et j'ai ce truc de me dire bon, déjà il faut qu'il soit qu'il soit bien écrit, qu'il soit intéressant, tu vois. Ouais. Et après il y a ce truc de oui, mais bon, à quoi bon? Ouais. Et en fait, parce que vraiment, pour moi, ça, il y a ce truc, cette pression en plus de, ça doit servir à quelqu'un. Ah, purée, je me reconnais trop là dans ce que tu dis. Ouais. Ouais. Ah, je me reconnais beaucoup là-dedans. Et du coup, ça me bloque beaucoup parce que t'as l'impression que ça doit servir aux autres. Ça doit servir aux autres. Ouais. Et en fait, si ça ne sert pas aux autres, pourquoi en fait? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ce travail? Est-ce que tu penses que ça a un lien avec ton côté militant? Oui, mais c'est aussi ma question de justice ouais. Pour moi la valeur de justice est très forte liée à mon militantisme. Ouais. Et c'est vrai que il faut que ça ait tu vois, mais il faut que, et ça je sais que il faut que quoi? Pourquoi est-ce que il faut que? Non. Personne t'a dit qu'il fallait que. Et parfois je me dis en fait ce truc de vouloir que ce soit parfait à tout prix, c'est garder le contrôle sur le fait que finalement, mais c'est pas grave si ça sert pas à quelqu'un en fait. Je peux le publier, tu vois. Dans tu ce vois sens-là, ouais. Je peux le publier et si ça sert à quelqu'un, tant mieux. Mais si les gens le lisent et se disent bah ok, ouais, c'est intéressant comme point de vue, mais tu vois. Ok, je vois complètement. C'est pas prendre de risques aussi. C'est ça. Tu vois, de retarder, de poster parce qu'on veut que ce soit parfait, machin, mais c'est pas prendre de risques en fait. Et par exemple, si admettons demain ton article il sert à beaucoup de gens, que qu'on te le dit clairement que je sais pas, j'ai lu ton article, ça a vraiment changé ma vision des choses. Tu vois, t'as le sentiment vraiment que ça a fonctionné quoi, de ce que tu voulais en faire. Est-ce que du coup là, le fait que ce soit pas forcément parfait, ça te dérangera pas? Non, parce que je me serais dit que mon but est atteint. Ton but est atteint. Ouais. Donc le but final, finalement, c'est vraiment que ça serve. Que ça serve, c'est ça. Donc il y a encore cette notion des autres. Ouais. Et parfois je me dis mais ça me sert à moi aussi parce qu'en fait je pose des mots sur des choses qui me tiennent à cœur et des réflexions où parfois tu sais en écrivant je me dis. Mais est-ce que tu le publierais si ça ne servait qu'à toi? Ben je ne sais pas. Ouais. Parce que là je crois que j'ai 15 articles que j'ai écrits et qui sont pratiquement prêts à être postés, mais ça fait 1 an que je les ai et que je les ai pas publiés, tu vois. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. J'ai des idées même de formation et tout ça, et je me dis mais qui suis-je pour faire ça, tu vois? Tu es Laetitia, avec tout, toi, ta personnalité, ton parcours, enfin. Mais tu vois, pour moi, et alors là, je me compare aux autres, je vois les gens qui sont formateurs et tout, et qui ont des expériences incroyables, qui sont super calés, et je me dis, mais je suis qui? Moi, j'ai pas, j'ai quoi comme expérience, tu vois, pour pouvoir donner des formations tout ce que tu viens de me raconter, mais c'est déjà énorme. Tu vois, c'est ce sentiment, de légitimité aussi, tu vois. Pour moi, je me dis, mais il faut être parfait pour être légitime, tu vois. Légitime. Ouais, tu vois, ça vient vraiment teinter beaucoup de choses. Et là, à l'inverse, si t'es légitime, t'auras pas besoin d'être parfaite, tu vois. Ouais, mais c'est ça, tu vois, et c'est là où, tu vois, je me rends compte effectivement que si tu le mets à l'envers,
Si je suis légitime, est-ce que j'ai besoin d'être parfaite? Non. Non. Ouais, c'est ça, non. Tu vois, non. Ouais, parce qu'en fait, fou. Et t'es là, ouais, c'est intéressant. La question de légitimité et de perfection. Là, je suis en train de réfléchir dans ma tête parce que moi, je le vois un peu comme, enfin, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, dans le côté perfectionniste. Moi, je sais que clairement, il faut que ça serve aux autres. Vraiment, j'ai cette notion-là où, tu vois, quand je publie des vidéos, que ce soit sur TikTok ou que je fais des articles, des publications, même le podcast, tu vois, j'ai vraiment ce sentiment qu'il faut que ça serve à des gens, mais aussi plus pour le côté, il faut que ça serve à des gens parce que du coup, j'aurais l'impression aussi de servir moi à quelque chose, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu. Ouais, non, mais je vois très bien. C'est vraiment ça. C'est ça, c'est horrible. Hein. Et ce qui est très difficile, je trouve. Alors pour le coup, ça c'est plus générationnel, mais sur les réseaux sociaux, c'est que t'as aussi cette reconnaissance par les likes et par les partages. C'est ça. Mais justement, c'était ma question après sur un peu le sujet de la perfection dans la société. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est la perfection tourne autour finalement enfin en fait sur les réseaux tu vois que tout le monde a une vie parfaite. Donc en fait je sais pas, il y a ce besoin aussi de se comparer, comme tu dis, t'as les likes, c'est ça, t'as les statistiques en fait de manière générale et en fait t'as l'impression qu'il faut que tout soit parfait. Est-ce que toi tu le ressens par exemple sur tes réseaux? Ah oui, à fond, et c'est pour ça que que là j'ai plus rien publié depuis super longtemps. C'est vrai? Parce que je trouve que l'algorithme est très difficile à suivre. Que justement dans mes publications souvent je veux que ce soit super léché et que ça corresponde à ce que les gens cherchent, et en même temps je ne sais pas finalement vraiment ce que les gens cherchent. Ce que les gens cherchent. C'est ça. Et du coup j'arrive pas à m'approprier ces réseaux. Je comprends. Pourtant j'avais un réseau, j'ai un compte Instagram qui avait quand même, je sais pas où j'en suis maintenant. Je l'ai plus alimenté depuis longtemps, mais en fait je continue à avoir des likes, des nouveaux abonnés de manière assez régulière, et je suis sûre que si je le reprenais ça irait bien. Tu peux le dire si tu veux. Ouais. Allez, c'est vrai que je fais pas trop ma pub, mais donc j'ai un Instagram, mais après je sais pas si ça va vraiment, sauf s'il y a des militants dans le coin. Mais donc j'ai 2 comptes Instagram, j'en ai un qui s'appelle Gang de Bigleuses. Voilà. Et donc c'est un compte Instagram justement qui va mettre en lumière les violences, quelles qu'elles soient, discrimination envers les personnes en situation de handicap visuel. Et je fais aussi des posts informatifs sur finalement c'est quoi être déficient visuel, c'est quoi la malvoyance, c'est quoi être aveugle, c'est puis des notions de plus sociologiques aussi, on brasse tout ça, et j'avais quand même 1700 je crois, sans faire grand chose. Oui, c'est vraiment bien. Abonnés, tu vois, c'est pas dégueulasse quoi. Non, c'est très très bien. Et mais en fait je me compare tout le temps aux autres comptes, et je vois que les autres ils atteignent 5000, 10 000, et je suis là, moi je suis qui au milieu de tout ça, tu vois. Mais est-ce que pourtant, les autres ils ont fait quoi finalement pour en arriver là, tu sais pas? Ouais, on sait pas qui se trouve derrière. C'est des fois même t'en as qui achètent Ouais. Ils achètent des abonnés, ils achètent des likes sur les publications. Et maintenant Instagram ne te met plus en lumière de moins en moins si tu n'achètes pas. Ah oui. Donc donc c'est ça le travers des réseaux sociaux, c'est que en plus il y a quand même cette c'est quoi l'hormone? Je sais qu'il y a une hormone qui est la sécrétée. Dopamine. Ouais, voilà, la dopamine, et qui est très liée au like et tout ça. Et en fait, l'inverse par rapport à mes projets où j'ai l'impression que j'ai une perfection à atteindre et que quelque part je peux l'atteindre, mais entre guillemets, que sur les réseaux, en fait, je trouve qu'il y a tellement cet aspect vie parfaite partout que c'est plus je n'atteindrai jamais cet idéal, et ça vaut même pas la peine en fait, parce que je fais pas le poids. Et là j'essaye même pas en fait. Tu vois, c'est ça qui est horrible. C'est que dans mes projets j'essaye quand même, parce que je me dis non, ça fonctionne, ça me tient à cœur et tout, que sur les réseaux je trouve que il y a cet envers. Ouais, je suis d'accord. C'est hyper frustrant en plus. Ouais. C'est ça. C'est super frustrant, tu dépends toujours en fait, il faut se détacher complètement de tout ça, mais c'est difficile. C'est difficile, surtout quand
allez, quand t'es à fond dedans pendant un moment et tu te dis ah non en fait là. Et parfois juste, tu te rends compte, même si tu fais des trucs qui te plaisent, que ça a pas la portée que tu veux, voilà, qu'il faut vraiment beaucoup travailler en fait, vraiment. C'est ça. Le travail sur les réseaux sociaux, c'est vraiment du travail, c'est un métier à part entière. Ouais. Ah ouais. Moi je suis complètement d'accord et j'en parlais avec un ami à moi l'autre jour, je lui disais mais franchement c'est un gros métier. Enfin moi honnêtement, je sais pas si je me verrais faire ça à temps plein, tu vois. Mais c'est énorme comme travail. C'est énorme. Et tout ça pour cette quête de visibilité, de like et tout, ce qui fait ce pourquoi tout le monde finalement veut être sur les réseaux sociaux. Mais non, je suis d'accord. Mais par rapport à la société, je sais plus exactement c'était quoi ta question. Ta notion de la perfection par rapport aux réseaux sociaux et t'as bien répondu à cette question. Mais j'avais aussi la question plus générale sur finalement la société, selon toi, qu'est-ce qu'elle attend de nous? Qu'est-ce qu'elle attend de la perfection? Alors je pense que la société vraiment en tant que telle, si on pense à la société dans laquelle on vit ici, par exemple, on va dire à Bruxelles, la notion de perfection, je pense qu'elle est très liée à la productivité. Et ça, on retrouve aussi c'est vrai. Dans les notions de handicap, hein, souvent. Ouais. C'est que pour moi, quand je travaillais donc mon ancien job au ministère, perfection, c'était aussi productivité, et c'était pouvoir traiter le plus rapidement les dossiers et être dans les clous, tu vois, tout le temps. Et je pense que notre société fonctionne très fort comme ça, où en fait c'est la productivité, la donnée principale en fait. Maintenant tu le dis, je suis d'accord avec toi. Et je trouve qu'il y a un espèce de lien, enfin, ou alors je me trompe peut-être, mais moi je fais le lien entre perfection et productivité dans ce cas-là, parce que ce qu'ils attendent c'est indélivrable. Indélivrable ou des chiffres à atteindre. Des chiffres. Je veux dire, quand tu regardes, moi je connais des personnes qui sont dans le commercial. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Atteindre des chiffres, rentrer de l'argent. Et ils ont des notions à atteindre. Et tu vois que parfois, en fait, dès qu'ils n'atteignent pas ça, ils se sentent quelque part imparfaits et leur estime de soi est du coup rabaissée. Complètement. Mais parce que c'est une espèce d'idéal de perfection à atteindre au niveau des chiffres qui n'est pas atteignable. Et il y a plein de métiers comme ça où en fait les targets ils sont pas atteignables et où les gens veulent atteindre ça et être parfaits dans leur emploi. Mais en fait c'est impossible. Et même si tu les atteins, derrière cet idéal, c'est de la productivité. Je suis complètement d'accord. Et c'est pas pour rien que il y ait un taux de burn-out, je pense, qui explose le plafond actuellement. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'on met beaucoup la pression, finalement, aux gens, aux salariés, pour atteindre cet idéal de perfection, de productivité, que en fait les gens sont fatigués en fait. Ouais, les gens sont. Parce que c'est de plus en plus inatteignable. C'est ça, c'est inatteignable parce que même si tu l'atteins, admettons l'objectif qui est déjà inatteignable de base, ce qui après il va encore augmenter en fait. Il va encore augmenter. Moi pareil, j'étais commercial et c'était toujours pareil, c'est une fois que tu atteignais l'objectif, c'est bien déjà, on te félicite à peine donc très peu de reconnaissance et puis ensuite le trimestre d'après, on te remet des objectifs encore plus hauts. Et t'es là mais en fait c'est pas possible. Donc à quel moment ça s'arrête? Et en fait, je suis assez d'accord. En fait, pour moi, c'est lié à la productivité. C'est tout pour que ce soit productif, pour qu'on fasse du rendement et pour qu'on travaille finalement comme des durs, quoi. Mais c'est ça. Et là où je rejoins dans tout ce qui est sociologie, on va dire, du handicap, c'est que une des premières peurs des employeurs, une des premières fausses idées, comment on dit ça, de préjugés. De préjugés. Un des premiers préjugés, c'est qu'une personne en situation de handicap n'est pas rentable. Et c'est pour ça qu'on n'est pas, c'est pour ça qu'on n'est pas reconnu, qu'on n'est pas reconnu sur le marché Ouais. de l'emploi. C'est parce que on nous considère comme pas assez rentable. Et c'est là où, tu vois, après, on est là, ok, il faut que je sois parfait, en fait, tu vois. Ça vient alimenter ce sentiment de, Ouais, je suis complètement en fait, d'accord. on doit atteindre cet idéal. Ouais.
mais c'est juste pas réaliste, c'est pas en accord avec nos besoins, c'est pas en accord avec nos valeurs. Et en plus, je trouve ça, moi, pour le coup, contre-productif, parce que justement, ça enlève toute cette notion de créativité qui pour moi est hyper importante au travail, que tout le monde est capable d'avoir et qui pourrait justement faire avancer une entreprise bien au-delà des chiffres, tu vois. Mais en fait, non, c'est parce qu'il faut faire les chiffres, parce qu'il faut ce qui alimente en fait cette notion de la perfection finit par détruire, je trouve, la créativité, qui est pour moi fondamentale. Et ça, je l'ai vu il y a pas longtemps où j'ai eu un entretien d'embauche. C'est que, alors il y a des choses que je ne connais pas. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans l'administratif pendant très longtemps. J'ai plein de compétences, ça, j'en suis consciente. Mais il y a des choses que je n'ai pas appris à maîtriser, comme, je vais dire bêtement, Excel. Ouais. J'ai utilisé Excel. Moi, hein. Je veux dire, c'est quelque chose que je connais parce que je l'ai utilisé, mais j'ai jamais créé de tableau. Voilà. C'est juste, je suis pas formée là-dessus. Mais en fait, je remarque dans beaucoup d'offres qu'il faut avoir une maîtrise parfaite des outils Office, blablabla. Et en fait, j'ai eu un entretien d'embauche, on m'a dit ah oui, mais quoi, alors vous ne connaissez pas bien Excel? Je fais non, mais en fait, je lui ai dit vous savez, actuellement, il y a des outils qui permettent d'utiliser Excel sans avoir de formation Excel. Bah oui. Comme les intelligences artificielles. Exactement. Et en fait, c'est encore super difficile à faire comprendre aux employeurs qu'il y a des nouvelles méthodes de pouvoir utiliser des outils. Ouais. C'est comme tout ce qui est est-ce que vous maîtrisez un peu le néerlandais écrit bah oui, j'utilise DeepL. Bah oui. Bah parce qu'en fait, c'est très efficace. Mais c'est ça. Alors c'est pas parfait, mais c'est très efficace, sauf que les employeurs, ils ont pas envie d'entendre ça, alors que justement, ça rejoint ce que tu disais. Oui, c'est créatif. Exactement. C'est créatif. C'est créatif voilà. Et du coup ça c'est plus inclusif aussi parce que quasiment tout le monde peut y accéder quoi. Voilà. C'est juste des outils qu'il faut connaître, mais ça permet de pallier à des choses qu'on n'a pas appris. C'est ça, et c'est beaucoup plus intuitif que Excel, quoi. Merci. Et mais ce que je vois sur le marché de l'emploi, il faut de nouveau ce truc inatteignable. Il faut avoir fait des formations, il faut être qualifié, il faut avoir de l'expérience, il faut connaître et et être formé vraiment aux outils. Mais si tu proposes des alternatives, en fait, c'est pas encore reconnu. Mais non, parce que c'est ça, pas de créativité, pas de... Non. de il faut juste être un produit qui a déjà tout en lui. C'est ça. Et c'est ça. Et alors, moi, de temps en temps, je regarde les offres d'emploi et je suis là, purée, mais je suis pas parfaite, quoi. Je suis pas la candidate idéale. Tu vois, je suis pas parfaite pour le poste. Et c'est ce que je dis, je suis pas parfaite pour le poste. Puis après, je suis là, oui, mais bon. Alors qu'en fait, personne, même quand tu cherches quelqu'un, parce que moi j'ai fait du recrutement, hein, quand tu cherches quelqu'un, tu sais très bien que il y aura quasiment aucune personne qui coche toutes les cases. Donc forcément, en fait, tu rencontres la personne en entretien, et ce qui prime le plus souvent, c'est sa personnalité. Enfin, mais non, ça on te le dit pas parce que comme tu dis, faut cocher les cases, faut cocher les cases. Exactement. Et c'est difficile de lâcher prise sur le côté mince, je suis pas je suis pas parfaite quoi. C'est ça. Et tout à l'heure tu disais un truc intéressant par rapport aux nouvelles technologies. Est-ce que tu penses que les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui changent un petit peu cette vision qu'on a de la perfection? Moi ça m'aide. À lâcher prise. Ah, c'est vrai. Ouais, bah justement pour mes articles de blog par exemple, où parfois je me dis j'aime pas la tournure ou je sais pas, ou tu vois C'est vrai, pareil. ChatGPT. Et en fait mon conjoint m'a aidé à mieux utiliser ChatGPT et à savoir vraiment l'utiliser de manière idéale. Ouais. Et maintenant, parfois, je veux exprimer quelque chose ou il y a une tournure de phrase qui me va pas et je le cale dans le ChatGPT. C'est bien. Et en fait, je me dis ah ouais non, ça c'est vraiment ce que je voulais dire et je me fais OK, c'est bon. Ça te permet de lâcher prise. Et ça me permet vraiment de lâcher prise où je me dis arrête avec ton syndrome de l'imposteur, tu fais ça et tu peux le publier. Et la dernière fois, c'est vraiment ça que je me suis dit. J'ai un article comme ça que j'ai pas posté pendant 1 an et je me suis dit bah tu sais quoi, machin, je le mets dedans, il me le retravaille un peu. C'est ça. Et je dis et en fait pas mal, vraiment pas mal et comme le système commence à me connaître, commence à connaître ma personnalité, ce que j'ai écrit, en fait, il commence vraiment à adapter ou à me donner des astuces. Ah oui, mais un jour vous aviez parlé de ça, vous pourriez aussi le mentionner dans cet article pour faire un pont et je suis là oui. C'est vrai. Et au lieu de me décarcasser vraiment à me dire non mais c'est pas pertinent machin, en fait bon c'est moche, je vais l'avouer, mais ChatGPT valide aussi. Exact. Tu vois j'allais dire t'as la validation et t'as aussi du coup
tu peux lâcher prise sur le contrôle. Ouais. Parce que t'as pas le contrôle de ce que va dire la machine, et du coup, bah, ça te permet toi de lâcher prise par rapport à ça. Et bah, ça vient d'une machine, donc dans tous les cas. Oui, et bon, alors parfois je réadapte, c'est pas que je le laisse écrire tout. Non, mais ouais, ça m'a vraiment aidé à lâcher le contrôle. C'est bien. Moi je trouve que en soi les intelligences artificielles c'est très très bien. Moi aussi je trouve ça très très bien. J'y aimais juste un petit défaut, on va dire, c'est que par exemple, tu vois, donc OK, moi ça m'aide aussi à lâcher prise, hein, là-dessus je te rejoins, mais par contre, il y a un truc par rapport à la perfection, c'est que étant donné que maintenant tout le monde a accès à ces outils-là, ben moi c'est ça un peu, tu peux plus te démarquer. Voilà, tu peux plus te démarquer, ou alors justement t'as l'impression qu'il faut toujours en faire plus. Par exemple, hier je voulais mettre un post sur LinkedIn pour mon podcast, et en fait là d'un coup je me suis dit ah non, faut vraiment, je voulais juste au départ mettre un petit mot comme ça, pas me casser la tête et tout, et direct je me suis dit non, il faut que j'aille dans ChatGPT, que j'adapte mon post. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, tout le monde fait des posts à rallonge, hyper bien écrits, machin. Et du coup, enfin, je sais pas, le fait de se comparer encore aux autres avec ce genre d'outils à disposition. Ouais, moi je suis hyper d'accord. Et je trouve que le rapport qu'on a au réseau est différent selon le réseau aussi. C'est vrai. Que LinkedIn, je trouve que c'est de plus en plus difficile d'y être. Déjà parce que tout le monde utilise ChatGPT ou des IA, et ça se voit. Moi, je trouve qu'il y a des gens, ils sont vraiment pas fins dans ce qu'ils font, parce que vraiment tu le sens. Je veux dire, il y a un schéma, une structure en fait qui est pompée, qui est propre de ChatGPT. C'est là où c'est hyper important de le personnaliser, de lui écrire avec nos mots pour qu'il retienne nos mots, et de lui dire écris comme moi j'écris. C'est ça. Parce que sinon ça se voit, et en fait c'est vraiment la course au post inspirant et positif. Et moi je suis là pareil, ça m'inspire pas du tout. Alors que moi j'ai un côté plus en fait, quand les choses vont mal, j'aime bien les dire. Ça c'est mon côté militant en fait. C'est alors parfois les gens tu râles beaucoup. Bah oui, pas désolé hein. Au moins c'est dit. Au moins c'est dit, au moins je confronte un peu les choses, que moi comme justement je suis plutôt dans le militantisme handicap, le nombre de sociétés ou de personnes qui vont dire waouh, quelle super innovation, cette entreprise a fait ceci, cela, et je suis là, mais arrêtez un peu d'applaudir des troufions qui ont fait une petite bonne action sur l'année pour se dire inclusif. C'est clair, je suis complètement d'accord. Non, il y a plein de choses à remettre en question, de la perfection dans la société de manière générale, je trouve, qui est encore plus reflétée à l'aide de ces outils-là, malheureusement. Et là où là ça me vient, mais perfection, c'est aussi positivité, hein. C'est vrai. Positivité, c'est attirer, répandre la positivité, ou en tout cas prétendre. Ouais. Je trouve qu'il y a une idée de prétention qui est assez forte quand même. Et parce que finalement, tu vois, tu dois atteindre la perfection, mais tu dois le faire avec le sourire. C'est ça. Enfin, il faut correspondre, mais voilà, faut pas trop se plaindre non plus. Enfin, tu vois, ne montre pas que tu as fait des efforts pour y arriver. Enfin, tu vois. Complètement. C'est plein de notions, je trouve, qui sont connexes. Après, c'est ma propre vision, hein, toujours. Ça, toujours, voilà. Ça, c'est toujours à remettre en contexte que chacun a sa propre vision. C'est ça. Exactement. Et que peut-être que certaines choses que je dis ne vont pas être reconnues par d'autres. Enfin, je veux dire. Ça. Et alors que d'autres personnes se reconnaîtront complètement dans ce que tu dis, et ta vision de la perfection, notamment aussi avec le parcours que tu as eu, est super intéressante. Mais c'est vrai que voilà, tout dépend de la construction de chacun. Exactement. Tout dépend de la construction de chacun et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Voilà. Exactement. Eh bien, l'épisode touche à sa fin. Moi, j'avais envie de te poser les questions de la fin, on va dire. C'est un peu, bon, tu connais les questions de coaching de fin, classiques. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as appris sur ta notion de la perfection aujourd'hui?
Mais il y a plusieurs choses qui me sont quand même apparues, hein, mais alors remettre le doigt dessus. Je pense que je réécouterai pas mal de choses. Non. Mais déjà, ce que t'as dit sur le principe de légitimité, que en fait, comment parce que moi j'ai dit quelque chose, mais t'as dit exactement l'inverse, et je trouvais ça tout aussi pertinent en fait. Est-ce que à l'inverse, si tu te sens légitime, est-ce que tu dois être parfaite? Eh ben ça je trouve ça extrêmement fort en fait comme phrase. Et ça je vais vraiment le retenir, parce que ça remet vraiment une tout à fait autre vision du même principe. Donc il y avait ça, et puis effectivement en fait toute cette connexion entre perfection, productivité, positivité, cette approche par qu'est-ce que la société nous renvoie comme image, ou qu'est-ce que les réseaux sociaux nous renvoient. Je pense qu'il y a vraiment, mais il y a pas mal de choses en fait finalement qui reviennent. Et est-ce que t'avais déjà conscience de tout ça, toi? Pas forcément. Non? Pas forcément. Je le voyais plus sous l'angle qu'on a pu aborder en coaching, avec le fait que je sois parfaite. Soit parfaite, voilà. Le driver. Mais toutes les connexions qu'il peut y avoir avec d'autres concepts, d'une part, et alors l'aspect vraiment contrôle qui est lié aussi en fait maintenant dans ce truc de juste parfois il faut lâcher prise et sortir les choses, même si elles sont pas soi-disant parfaites. Oui, parce qu'au final, qu'est-ce que la perfection? Parce que finalement, qu'est-ce que la perfection? Qu'est-ce que la perfection, et est-ce que c'est vraiment un idéal atteignable, quoi? Ou finalement, soit un idéal atteint ou un idéal atteignable. C'est ça. Complètement. Et sur toi-même, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça m'a appris? Peut-être rien. Hein. Non, que j'ai vraiment le nez bien dedans. Bien dedans. Ouais, vraiment. Mais que quelque part, en poser des mots dessus, en fait, c'est plus ça. C'est vraiment poser des mots dessus et de le décortiquer. Ça permet de me dire que je pense que j'ai la possibilité en moi de me détacher de ça. Je pense que c'est pas si loin, tu vois, qu'il y a plein de choses que j'ai en tête qu'en fait il faudrait que je m'autorise à le faire. Tu vois, ça c'est chouette. C'est surtout avec ce côté, cette phrase que tu as dite, que si en fait finalement je suis légitime, est-ce que je dois être parfaite? Où je me dis, mais en fait il y a des trucs pour lesquels on n'arrête pas de me dire que je suis légitime de le faire. C'est ça. Pourquoi est-ce que je le crois pas? Ça c'est une autre question. J'aimerais t'autoriser à être légitime aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ah, c'est chouette. Moi, j'espère que tu vas le faire. Hein. Oui. Et du coup de me permettre l'imperfection, quoi. Mais ça c'est une des contre-injonctions des drivers, sois fort, hein. Bien sûr, ou alors tu as droit à l'erreur. C'est ça. T'as le droit à l'erreur, t'as le droit à l'échec, t'as le droit à plein de choses. Juste, en fait, peut-être revoir ta notion de la perfection. C'est ça. En fait, à la limite, si ta perfection à toi, c'est quelque chose que t'as envie de rendre beaucoup plus atteignable et beaucoup moins dur envers toi-même, bah garde-la, tu vois. Mais sache que dans tous les cas, c'est ça, de revoir ton échelle. Mais sache que dans tous les cas, la perfection n'existe pas. Et ça, c'est ça. En fait. Et la légitimité, par contre, elle existe. Voilà. Ouais. Et elle existera toujours, ta légitimité. Ouais. Bien, Laetitia. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui, comme toi, sont perfectionnistes? Pour le petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Qu'est-ce que je dirais aux gens? Il y a tellement de choses. C'est difficile, c'est vraiment difficile parce que moi-même je suis dans un processus où je remets beaucoup en question, mais peut-être justement se questionner d'où vient cette perfection, enfin ce perfectionnisme, et peut-être de le remettre en question, de voir finalement qu'est-ce qu'il a créé. Est-ce que c'est soi-même, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, est-ce que c'est la société, une image, et peut-être de le re-questionner et de voir les tenants et aboutissants de ça, parce que parfois ça explique beaucoup de choses. C'est ça. Je vais pas dire que c'est facile à déconstruire, mais ça donnera déjà... Ça donne des pistes. Ça donne des pistes. Complètement.
C'est vrai. Et avoir conscience de ça, je pense que ça peut déjà permettre d'aller de l'avant et de voir si est-ce que c'est un frein ou un moteur aussi. Par exemple, moi, je sais que mon perfectionnisme est un frein dans certains cas, pas mal. En tout cas, dans de création de projets et tout ça, c'est un frein. Après, il y a des gens qui m'ont toujours dit, dans mon travail, c'est chouette parce que tu es perfectionniste et tu fais les choses bien, du coup, cadré. Donc, c'est ça, en fait, il faut voir si c'est un frein pour certaines choses ou justement un moteur. Un moteur. Et si c'est un moteur pour certaines, tant mieux. Limite garder ce truc-là. Oui, gardez-le. Si par contre c'est un frein pour certaines choses, voir d'où il vient vraiment. Ouais, c'est ça. Complètement. Très bien. Mais du coup, oui, ça, du coup, je me rends compte. Effectivement, les gens disaient que j'étais perfectionniste, mais dans le bon sens du terme. Oui. Enfin, moi, je veux dire, à la formation, on a déjà parlé de ça, et on a toujours considéré que c'était dans le bon sens du terme, même si en fait, tu te mets trop la pression. C'est ça. Ça, pour le coup, c'est le mauvais sens de la perfection. Mais... Oui, ça a ses travers, quoi. Mais c'est vrai que oui, tu fais tout de manière hyper carrée. Hyper organisé, hyper beau, enfin. Mais c'est là où parfois, parfois le perfectionnisme est une. Ça c'est que j'allais dire un truc, mais il faut le remettre en question aussi parce que je me dis mais ça va en lien avec la productivité. Je vais le dire, c'est que parfois le perfectionnisme c'est une perte de temps, mais ça c'est complètement une croyance en fait. Je le dis, tu vois, je me suis directement dit. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que par exemple, quand je fais justement mes prises de notes ou mes récaps de théorie de coaching ou de formation, si je fais une rature, en fait, je vais recommencer toute la page. Il y a pas longtemps, j'ai eu un problème. Là, ça va loin, les gars. C'est que mon bic était vide. Et j'ai fait 15 magasins pour essayer de retrouver la bonne cartouche parce que vraiment je trouve ça horrible de continuer à faire mes prises de notes avec un bic qui a une couleur différente. Tu vois. Mais vraiment là, ça, je me dis mais j'ai des tocs parfois. C'est fou. Mais du coup, et c'est là où je veux dire que c'est une perte de temps. C'est parce que vraiment, je recommence encore une fois truc. Mais est-ce que c'est vraiment une perte de temps ou un gain de temps parfois pour Ouais, parce que pour moi ça sera plus lisible aussi. C'est ça. C'est vrai. Et est-ce que le concept de perte de temps, c'est pas quelque chose lié à la productivité? Ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. C'est vrai. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Bien dit Laetitia, bien dit. Donc petite note de fin. Allez, essayez de réfléchir à quoi elle est due votre perfection. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Mais ça, clairement. Vraiment, j'en ai marre. Vraiment. Bon, merci Laetitia pour avec plaisir. Merci pour à ton toi. partage, pour tout. Merci d'avoir été là et d'avoir été... Ouh là là. C'est dur après 1 heure, hein. Je te jure. Merci d'avoir été là et d'avoir raconté tout ça. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode dans Effet d'optique. N'hésitez pas, une fois de plus, à dire ce que vous en pensez et surtout à partager votre vision de la perfection parce que c'est ça, en fait, le plus important. C'est que chacun a sa propre vision. Et si vous êtes reconnu dans celle de Laetitia, n'hésitez pas à le partager aussi. Et à bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.